Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Eidos. Ce livre est le 72e livre de la. Dirigé par François Soulages et Michel Costantini. Comité scientifique international de lecture. Argentine, Silvia Solas, Univ de la Plata, Alberto Olivieri, Univ. Fédéral de Bahia, Bulgarie, Ivailo Ditchev, Univ de Sofia, Saint-Clément d'Oride, Chili, Rodrigo Zuniga, Univ du Chili, Santiago, Corée du Sud, Jinan Seo, Daeguar University, Séoul, Espagne, Pilar Garcia, Univ. Sévilla, France, Michel Costantini et François Soulages, Univ. Paris 8, Géorgie, Marine Vekwa, Univ de Tbilissi, Grèce, Panayotis Papadimitropulos, Univ. Ioannina, Japon, Kenji Kitamaya, Univ. Seiro, Tokyo, Hongrie, Aniko Adam, Univ. Pasmani Pété Egietem, Russie, Tamara Gela, Univ. Dorel, Slovaquie, Radovan Goura, Univ. Matej Bel, Banska Bystrica, Taïwan, Stéphanie Tsai, UNV. Centrale de Taïwan, Taipei. Série Retina. 3 François Soulages, dire, La ville et les arts. 11 Michel Gironde, dire, Les mémoires de la violence. 12 Michel Gironde, dire, Méditerranée et exil. Aujourd'hui. 13 Éric Bonnet, dire, Le voyage créateur. 14 Éric Bonnet, dire, Esthétique de l'écran. Lieu de l'image. 17 Manuela de Barros, Duchamp et Malevich. Art et théorie du langage. 18 Bernard Lamizet, L'œil qui lit. Introduction à la sémiotique de l'image. 30 François Soulages et Pascal Bonafou, dire, Portrait anonyme. 31 Julien Verhaeghe, Art et flux. Une esthétique du contemporain. 35 Pascal Martin et François Soulages, dire, Les frontières du flou. 36 Pascal Martin et François Soulages, dire, Les frontières du flou au cinéma. 37 Gésim Kendro, Le surréalisme socialiste. L'autopsie de l'utopie. 38 Nathalie Raymond à propos de quelques peintures et d'une sculpture. 39 Guy Le Serre, Le coloris comme expérience poétique. 40 Marie-Luce Liberge, Images et violences de l'histoire. 41 Pascal Bonafou, Autoportrait. Or tout paraît. 42 Kenji Kitayama, L'art, excès et frontières. 43 François Spie, dire, Du maniérisme à l'art postmoderne. 44 Bernard Névin, Roy Lichtenstein, De la tête moderne au profil Facebook. 48 Marc Vera, La société immatérielle. De l'information comme matériau artistique, 1. 49 Dominique Château, Théorie de la fiction. Monde possible et logique narrative. 51 Patrick Nardin, Effacer, défaire, dérégler, entre peinture, vidéo, cinéma. 55 François Spie, dire, Métamorphose allemande et avant-garde au XXe siècle. 56 François Soulages et Sandrine Lecor, dire, Les frontières des écrans. 57 Agathe Lichtenstein, Le selfie aux frontières de l'égo-portrait. 58 François Soulages et Alejandro Herbeta, dire, Frontières et migration, aller-retour géo-artistique et géopolitique. 60 François Soulages et Aniko Adam, dire, Les frontières des rêves. 61 Monsieur Rin et N. Narvaez Bruno, dire, L'Afrique en images. Représentation, idée reçue de la crise. 62 Michel Godefroy, Chirurgie esthétique et frontières de l'identité. 63 Thierry Tremblay, Frontières du sujet. Une esthétique du déclin. 64 Stéphane Kalakarim, Les frontières du corps et de l'espace. La métaphysique de Newton. 65 Marc Vera, Nevermind, De l'information comme matériau artistique, 2. 66 Vladimir Mitz, La transgression des frontières du corps. La chirurgie esthétique. 67 Bernard Salignon, Frontières du réel. Ou l'espace-espace. 68 Dominique Château, L'art du fragment. Frontières apparentes et frontières souterraines. 69 Pierre Cust, Aux frontières de l'humain. Essai sur le transhumanisme. 70 Aniko Adam, Du vague des frontières. Espace, littérature et langue. 71 Gabriel Baudran, Mathématiques et frontières. 72 Sandrine Lecor, Frontières et art. De l'opacité à la fraternité. Suite des livres publiés dans la collection Eidos à la fin du livre. Publié avec le concours de Frontières.
Ce livre est le 50e de Frontières géoartistiques et géopolitiques, géoesthétiques et géothéoriques. Sous la direction de François Soulages. Méthode et fondements. François Soulages, dire, géoartistique et géopolitique. Frontières Paris-L'Harmattan, Col. Local et global, 2012. Gilles Rouet et François Soulages, dire, Frontières accent aigu culturel et géopolitique, Paris-L'Harmattan, Col. Local et global, 2013. Gilles Rouet, dire, quelles frontières pour quels usages, Paris-L'Harmattan, Col. Local et global, 2013. François Soulages, dire, mondialisation et frontières. Art, culture et politique, Paris-L'Harmattan, Col. Local et global, 2014. Éric Bonnet et François Soulages, dire, lieu et monde. Art, culture et politique, Paris-L'Harmattan, Col. Local et global, 2015. Éric Bonnet, dire, frontières esperluette œuvre, corps et territoire, Paris-L'Harmattan, Col. Local et global, 2014. Mobilité et espace. François Soulages et Alejandro Herbeta, dire, frontières et migration. Aller-retour géoartistique et géopolitique, dire, Paris-L'Harmattan, Col. Eidos, série Retina, 2015. Serge Dufoulon et Maria Rostekova, dire, migration, mobilité, frontières et voisinage, Paris-L'Harmattan, collection locale et globale, 2012, 334 p. Anna Krasteva et Despina Vassilkiou, dire, migration en blanc. Médecin d'Est en Ouest, Paris-L'Harmattan, collection locale et globale, 2014, 242 p. Pierre San-Ginès, Frontières, réalité et imaginaire, Paris-L'Harmattan, collection locale et globale, 2015. Bernard Salignon, Frontières du réel. Ou l'espace-espace, Paris-L'Harmattan, Col. Eidos, série Retina, 2015. Éric Bonnet et François Soulages, dire, frontières et artistes. Espace public, post-colonialisme et mobilité en Méditerranée, Paris-L'Harmattan, collection locale et globale, 2014. Michel Gironde, dire, Méditerranée et exil. Aujourd'hui, Paris-L'Harmattan, collection Eidos, série Retina, 2014. Éric Bonnet, François Soulages et Juliana Cevallos Stazza, dire, Memoria territorial y patrimonial. Artes et Fronteras, Lima, Universidad Nacional Major de San Marcos Fondo Editorial, 2014, 212 p. Michel Costantini, dire, l'Afrique le sens. Représentation, configuration, défiguration, Paris-L'Harmattan, collection Eidos, série EIDOS, 2007, 226 p. Michel Costantini, 1779 Les nuées suspendues. Voyage européen à travers les arts au siècle des Lumières, Paris-L'Harmattan, collection intersémiotique des arts, 2009. Éric Bonnet, dire, Le voyage créateur Paris-L'Harmattan, collection Eidos, série Retina, 2010, 326 p. Suite des titres frontières à la fin du livre. Secrétariat de rédaction, Sandrine Lecor. Introduction. Ce travail de réflexion sur les frontières s'appuie sur des œuvres et des artistes. Pourquoi privilégier une approche artistique des frontières ? Parce que l'art permet de les penser, voire de penser les blessures et maux que certains de leurs usages néfastes génèrent. Penser les frontières à partir des œuvres, tel est le point de vue choisi, d'où le titre « Frontières et art ». Quelles frontières et quels arts ? L'espace, la ligne, la zone névralgique des frontières constituent la matière première, sensible, vive, innervée des œuvres analysées. Les arts plastiques contemporains, des vidéos de Sigalit Lando et de Taïsir Batnidji, des installations d'Electronic Shadow et de Polo Nazareth, une performance de Marie-Noël Devers et Nicolas Tourte, et littéraire, à travers les figures de Carlos Fuentes et André Malraux sont mises en avant dans les 8 chapitres qui suivent. S'il faut penser et penser, c'est parce que les frontières posent problème. Quels problèmes ? Comment les artistes les traitent-ils ? Le livre est structuré en 3 moments. Le premier moment traite des problèmes liés à la matérialité des frontières. Si la frontière peut apparaître comme un concept abstrait, les artistes, quant à eux, lui donnent forme, matière et consistance. Quel dispositif plastique ou littéraire crée-t-il ou s'approprie-t-il pour rendre compte de cet obstacle visuel, spatial, matériel et symbolique que peuvent devenir les frontières ? Écrans, vitrines, fenêtres sont les dispositifs analysés. Entre transparence et opacité, entre ouverture et fermeture, ils deviennent la surface ou l'espace d'interrogation des frontières du corps, chapitre 1,
des frontières du rêve, chapitre 2, et des frontières des langues, chapitre 3. Le deuxième moment traite des expériences de la traversée des frontières. Qu'advient-il de la consistance et de l'obstacle des frontières face au désir, à la nécessité, à l'élan de liberté créatrice, celui de partir, revenir, vivre la vie et l'art, leur territoire sans être assigné à résidence? Avec l'exemple de l'artiste palestinien Taïsir Batnidji, qui vit et travaille entre la France et la Palestine, chapitre 4, et celui de l'artiste brésilien Paulo Nazareth, chapitre 5, la mobilité transfrontalière sera triplement questionnée comme thématique artistique, comme condition de création artistique et comme posture artistique engagée et résistante. L'enjeu est à la fois artistique et politique, la mobilité transfrontalière ayant pour corrélat la mobilisation lorsque le problème des frontières géopolitiques est posé à partir de zones hautement sensibles, comme le fait Taïsir Batnidji à partir de la bande de Gaza. Les concepts d'entre-deux, d'entre-monde, d'entre les lieux ou de territorialité itinérante aideront à penser différemment les frontières, au-delà de l'enfermement territorial qui souvent les caractérise. Le troisième moment pose la question des frontières comme mise à l'épreuve de l'humanité. Éprouvantes, avilissantes, elles mettent le corps, les hommes qui font corps à l'épreuve de leur déchirure, à l'instar de Sigalit Landau dans son œuvre Barbet-Doula, chapitre 6. Mais qu'est-ce qui fragilise l'humanité? Comment répondre à la meurtrissure? À la tentation d'effacer les frontières, chapitre 7, sera opposé leur partage comme expérience d'une humanité retrouvée, chapitre 8. Car si les frontières happent au point de meurtrir, leur absence mènerait l'humanité au point mort. Premier moment, matérialité des frontières. Chapitre 1, transparence écranique et opacité de la vitrine. Qu'est-ce donc un écran? À la fois un passage et un obstacle. Aurait dit le regretté Vladimir Jankélévitch. INA Global. L'écran instaure un régime de visibilité spécifique qui consiste à donner à voir sur. Il s'oppose au régime de visibilité de la vitrine qui donne à voir à travers. Que se passe-t-il lorsqu'écran opaque et vitrine transparente perdent leurs caractéristiques, les échangent ou se mixent? Le regard passe à travers l'écran transparent, alors qu'il reste bloqué sur la surface opacifiée de la vitrine. Le passage de l'opacité à la transparence, et inversement, modifie-t-il les frontières des écrans et celles des vitrines au point de les confondre, faisant de la vitrine un ultime écran? Ce chapitre est divisé en deux parties distinctes, en forme d'oxymore. À la transparence écranique, répond à l'opacité de la vitrine. Faire écran défaire l'écran. La transparence n'est pas la propriété qui caractérise le mieux les écrans. Un écran n'est pas transparent, du moins ce n'est pas ainsi qu'on le représente ou l'imagine. L'écran est blanc, tendu, comme l'écran de cinéma. Il est noir, plat, voire extra plat comme celui de la télévision, de l'ordinateur, du smartphone ou de la tablette. Aucunement transparent. Ils sont opaques. Parfois réfléchissants. S'ils le sont trop, il faut appliquer sur les écrans d'ordinateur des solutions anti-reflets. Comment d'ailleurs, les écrans pourraient-ils être transparents? Saphir synthétique, fibre de verre, verre trempé, cristaux liquides, praséodyme, terbium, yttrium, gadolinium, étain, diode électroluminescente, tube cathodique entrent dans la composition des écrans et leur donnent une consistance, une matière, une matérialité. Toile, tissu, PVC, papier font aussi office de support écranique. Le mur, originellement, tel utilisé par la fille de Diboutade, est un écran, comme le furent les parois argileuses des grottes. Ainsi, même s'il tend actuellement vers une extrême légèreté et finesse, l'écran est d'abord d'essence pariétale, si l'on se réfère aux travaux de Leroy-Gourhan, ou mural si l'on se réfère au récit fondateur de Pline l'Ancien. Ce qui, fondamentalement, revient au même. S'il fallait en spécifier le type, l'écran serait une paroi ou un mur aveugle, c'est-à-dire sans ouverture sur l'extérieur. Qu'induit cette origine murale quant à la nature et au fonctionnement écranique? L'écran est une surface opaque et fermée qui ne laisse rien passer, l'ombre est fixée, rien filtré, le flux lumineux est intercepté, rien échappé, le regard est retenu à sa surface. La transparence écranique consiste-t-elle à faire un trou, une ouverture, un passage dans le mur de l'écran? Murakami Saburo traverse 7 écrans de papier. La performance a lieu à Tokyo, en 1956, à l'occasion du vernissage de la deuxième exposition Gutai.
Acte artistique bref, incisif, offensif. Son acte performatif est une attaque. En passant à travers les écrans, le corps de l'artiste les transperce et les déchire. Fulgurance. Délivrance. De quoi l'artiste veut-il délivrer l'art ? Au fondement même de l'art occidental, du principe de la représentation. Alors, Murakami crève l'écran au sens propre, par un geste d'art concret, en accord avec les déclarations de Yoshihara Jiro pour le manifeste Gutai. Désormais, l'art du passé apparaît à nos yeux sous couvert d'apparences soi-disant signifiantes comme une supercherie. Finissons-en avec le tas de simulacres. Ce sont tous des fantômes trompeurs qui ont pris les apparences d'une autre matière, magie des matériaux, pigments, toiles, métaux, terre ou marbre, et rôle insensé que l'homme leur inflige. Désir d'image illimité, limite de l'écran. L'écran troué ou déchiré de Murakami Saburo met en échec le système de la représentation illusionniste. Pourquoi ? La représentation illusionniste n'a lieu qu'à condition que les écrans endossent le rôle insensé que l'homme leur inflige, pour reprendre les mots de Yoshihara Jiro. Quel est ce rôle insensé ? Devenir une surface transparente qui s'efface, qui s'absente, qui disparaît pour recevoir une image, des images, dont les écrans prennent chaque fois l'apparence renouvelée. La surface d'affichage des images se fait vaporeuse comme les nuages, transparente comme une carafe d'eau, soyeuse et moirée comme une étoffe, diaphane comme la peau, charbonneuse comme la terre, miroitante comme une vitre, lumineuse comme un astre, etc. Magie des matériaux. Magie de la transparence écranique. C'est alors que la trouée, la déchirure, en rendant visible l'écran de papier, provoque comme un effet de retour du réel. Un effet de réel. Le bruit du corps transperçant les écrans de papier réveille le spectateur de la longue représentation illusionniste à laquelle l'art bonimenteur était destiné. La concrétude de l'écran met fin à l'illusion. Finissons-en, dit Yoshihara Jiro. Écrans de cinéma, de peinture, de photographie, d'ordinateur, de télévision, sont au cours du XXe siècle l'objet de manipulations, de perturbations artistiques. Ils sont enduits, déchirés, froissés, coupés, troués, arrachés, salis, souillés, pliés, cassés, brisés, retournés, remplis, préparés, vidés, dépecés, désossés, masqués, rayés, noircis, brûlés, noyés, etc. Pourquoi un tel déploiement de gestes destructifs à l'encontre de l'écran ? Éteint, il est un objet dormant, à la présence familière et tranquille. Par contre, un écran allumé devient une surface active, hautement attractive, potentiellement nocive. Hypnotique pour certains. Apathique pour d'autres. L'écran capte et retient parfois à l'extrême, jusqu'à l'abâtardissement ou l'addiction, celui qui lui fait face. Les Américains, pour décrire ce phénomène d'hyperconnexion, disent always on, littéralement, toujours connecté aux écrans 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'œil s'y fixe. Catalysé. Le champ visuel resserré, centralisé sur la surface intranquille de l'écran, oublie son étendue. Alors, la réalité alentour reste sous-visible, pour ne pas dire invisible. Le monde extérieur disparaît. Mais ce n'est pas l'écran seul qui captive. Son pouvoir lui vient de l'image qu'il projette, écran de cinéma, qu'il diffuse, écran de télévision, ou qu'il génère, écran numérique. Le désir d'image rend l'écran puissant, mobile, résistant, envahissant, omniprésent, autant que le désir est puissant, mobile, résistant, envahissant, omniprésent. Le besoin d'image, le désir d'image est de ce fait sans fin, sans cesse, rechargé, réactivé. Trouer l'écran. Déchirer l'écran. Pour en finir. Mais ces fantômes trompeurs, que sont les images, sont des revenants. C'est pourquoi sans doute, Murakami n'en finit pas d'en finir. Il effectuera de nombreuses reprises de sa performance Délivrance de 1956. Celle-ci n'est pas inaugurale d'ailleurs. Elle a pour origine Sistrou, une œuvre réalisée à l'occasion du vernissage de la première exposition Gutai en 1955. Elle consiste en 6 béances percées dans un assemblage de 3 écrans de papier montés sur châssis. En 1957, à Osaka, il est intéressant de noter le titre que l'artiste donne à l'une de ses reprises, Lutter avec le paravent. Dans un autre contexte artistique, la série Debussy Trou et celle des Tagli Fante de Lucio Fontana disent aussi cette lutte sans cesse répétée non contre l'écran, mais contre l'image revenante. La présence magnétique de l'écran tient à la pulsion imageante, au désir d'image qui s'y fixe.
Anthony Muntadas met en garde contre l'effet subjugant des images arrimées aux écrans, à moins que ce ne soient les écrans qui s'arriment aux images. Il appose de grandes affiches rouges sur les vitrines des boutiques ou à l'intérieur de celles-ci, de manière à attirer l'attention, à rendre attentifs, impliqués, actifs, critiques, les passants qui peuvent lire. Warning, perception requiert involvement. L'artiste avertit encore, selon un autre dispositif, en s'appropriant un écran publicitaire géant, sur lequel un mot unique apparaît. Subliminal. Yoshihara Jiro et Murakami Saburo lançaient déjà un avertissement, avec leurs mots et leurs gestes, à l'encontre de la transparence écranique trompeuse, illusoire. Pour eux, une supercherie. Un simulacre dont Muntadas explicite le mécanisme. L'écran et l'image ne donnent pas seulement à voir. Ensemble, ils déterminent un mode de perception écranique. L'évidence visuelle, l'hypervisibilité et l'accoutumance, selon lesquelles ce mécanisme agit, ont pour effet de rendre invisible le simulacre. Un mur d'écran se dresse. Un mur, non seulement aveugle, mais aveuglant, littéralement selon la probable étymologie latine, ab oculis, sans yeux. Un mur d'écrans hypervisibles, qui paradoxalement s'accapare tous les regards aveugles. La perception requiert l'implication, prévient Mundata. L'implication pourrait être entendue de deux manières. Premièrement, elle consisterait à s'engager à voir. S'impliquer pour voir. De nouveau. Différemment. Sans être aveuglé. Sans filtre, ou plutôt en prenant conscience de ces derniers. L'enjeu est philosophique, il concerne notre rapport perceptif au monde, questionné depuis Descartes jusqu'à Husserl en passant par Kant. La perception est conditionnée par une série d'écrans, l'œil, la conscience, l'inconscient, les désirs, les souvenirs, les fantasmes, l'histoire, le savoir, le langage, etc., qui s'interposent entre le sujet et l'objet. Le face-à-face direct peut-il avoir lieu ? La transparence écranique pourrait le laisser penser, mais la transparence est un leurre, l'écran offre une perception médiée, un face-à-face par interface. Deuxièmement, l'implication, selon le sens mathématique du mot, consisterait à rendre manifeste la relation subliminale entre image, écran et simulacre. S'il y a image et écran, alors le simulacre doit être perçu. La définition que donne Ernest Bosque du mot aveugle, dans le tome 1 de son dictionnaire raisonné d'architecture 1877, est intéressante. Aveugle, baie, SF, baie simulée qui n'est point percée et qui sert de décoration. Les arcatures sont souvent des baies aveugles, des baies feintes. D'une part, il déplace la question du mur à la baie, d'autre part, il établit un lien entre aveugle et simulé, fin. En donnant à lire sur un écran publicitaire géant, le mot subliminal, Muntadas fait preuve d'implication. Trouer l'écran, selon la pratique de Murakami Saburo, est une autre forme d'implication. Néanmoins, écran et désir d'image croissent et prolifèrent ensemble. Jusqu'où ? L'inassouvi désir d'image façonne à sa démesure, dans l'excès, un environnement écranique généralisé et sans limite. Le mal d'image n'a pas de frontières, il se propage, irradie, annexe, colonise tant l'espace privé que l'espace public, les écrans mobiles des PC portables, des smartphones et des tablettes numériques faisant écho aux écrans fixes, urbains et publicitaires, formant un décor, un paysage, une architecture écranique avec les media buildings dont parle Christine Bussy-Glucksmann. Les supports et les pots de la transparence coïncident avec les supports de communication, au point que certaines villes, Tokyo ou Shanghai, se dédoublent la nuit, avec leurs écrans et flux d'images éphémères qui habillent et transforment l'urbain de leurs éclats et scintillements de lumières artificielles, dans un paysage nocturne flottant. Mais, le dédoublement n'est pas suffisant. Le désir d'image est tel, que l'écran, extra large ou même géant, multiplié et globalisé, ne peut le contenir. Les façades d'immeubles ne suffisent pas. La ville entière ne suffirait pas. Ce qui donne à l'écran sa puissance magnétique, à savoir ce désir irrépressible d'image, n'est-il pas finalement ce qui rend l'écran et son usage déceptif, inadapté, dépassé, obsolète ? Écran et image, unis et incompatibles. D'où vient ce rapport paradoxal, à la fois congruent et inadéquat, entre l'écran et l'image ? Le désir d'image est sans frontières, illimité, expansif et exponentiel, fluidique. Or, l'écran est une surface strictement circonscrite, dont la taille, le format et la résolution, malgré les performances technologiques, restent limités. Donc,
Le rapport de l'un à l'autre de l'image et de l'écran, de l'illimité et du limité est paradoxal. Non seulement l'écran fait écran en occultant l'extérieur, mais aussi il offre à l'image certes une surface de visualisation, mais une surface cadrée qui sépare le champ et le hors-champ, l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors, l'ici et l'ailleurs. Pour faire image, l'écran coupe et circonscrit, il sépare et différencie. L'image veut faire le mur. Sortir de l'écran. Cette conception de l'écran est dépassée, elle est du moins en passe de l'être. De nouveaux types d'écrans font leur apparition, pour répondre à ce double désir, de l'image et de l'illimité. Désir, débordant voire excessif, de l'image sans frontières. Comparativement, l'image sur l'écran est devenue une image archaïque, en corollaire l'écran en offrant ce type d'image, l'est aussi. Quels sont donc les nouveaux dispositifs écraniques offrant une échappée de l'image ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.